Bienvenue sur Radio Monoster One. Pour ce 5e épisode, j'accueille un trialiste hors pair. Il a un monocycle en bois et une précision chirurgicale. Il avale les arêtes sans s'étrangler, ce qui est la moindre des choses quand on est marin. Sur une roue, il est gracieux en artistique comme en trial. Il a tout du gendre idéal, mais c'est aussi un furieux compétiteur qui fait frémir Marc Fabian. C'est un bon élève et ça tombe bien car il a un bon professeur. C'est bien le minimum quand on veut devenir major de la promo 2026. Vous l'aurez peut-être deviné, mais aujourd'hui on reçoit Marin Michel dans le 5e épisode de Radio Monoster One. Je m'appelle Marin, j'ai 26 ans et ça fait entre 16 et 17 ans que je fais du monocycle. J'ai commencé en 2009 et je suis principalement spécialisé en trial. Et en artistique aussi. En artistique, un petit peu moins ces derniers temps, mais j'ai commencé par l'artistique à la base. Et là, ces 2 dernières années, je ne fais quasiment plus que du trial et un petit peu de monobasket aussi. Ok, et donc du coup, raconte-nous, ça a commencé comment cette histoire? Alors, j'ai commencé, comme beaucoup, en faisant du cirque. J'étais dans un cirque à mes 7 ans. Le cirque a fermé et m'a redirigé vers une autre association de cirque, Animafond, qui faisait aussi du monocycle, principalement du monobasket. C'est là où j'ai découvert le monocycle sportif, puis j'ai complètement laissé tomber le cirque. Je suis tombé amoureux, on m'a offert un monocycle, un vieux 16 pouces pour mon anniversaire, il me semble, donc j'avais 9 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre en roulant dans ma rue, puis en faisant du monobasket. Donc ça a commencé là, à la base. Ok, donc toi, t'es vraiment issu purement du club presque. Ouais, j'ai jamais été tout seul. J'ai toujours été dans des clubs. Donc j'ai commencé par Animafond. J'y suis resté très longtemps. J'ai fait un petit passage à Cirque-en-Ré. Puis là, ces derniers temps, je suis de nouveau à Animafond. Enfin, je jongle entre les deux. La première discipline où vraiment t'as commencé à travailler dur, je pense que c'est l'artistique. Ouais. C'est en allant au CFM, en fait. Très vite, je suis allé au CFM avec Animafond et accompagné de mes parents. J'ai fait pas mal de conventions et c'est en CFM, il me semble que c'était à Yssingeaux. Yssingeaux, c'est la première. Alors, je sais plus si c'est celle-là ou c'est celle juste après, en 2011, où j'ai vu Nicolas Potier et sa sœur Amandine faire un duo de freestyle. Et j'ai été fasciné. C'est à partir de là que j'ai voulu m'y mettre. Animafond, on faisait pas beaucoup de freestyle, donc pour le coup, j'étais un petit peu seul. J'en faisais un petit peu lors des temps libres ou entre 2 matchs de mode de basket. Donc j'ai commencé comme tout le monde, en faisant du wheel walk, du one foot. Puis en fait, c'est surtout en allant en convention, compétition, que j'ai appris. Plein de monde sont venus vers moi pour me donner des conseils. Donc ouais, j'ai surtout commencé par le monobasket. Je suis très vite allé vers le freestyle et le freestyle, ça a duré très longtemps. Puis une particularité de mon parcours, c'est que j'étais assez polyvalent. Dès que j'allais aux compétitions, je participais un peu à toutes les épreuves. Donc je faisais de l'athlétisme, de la distance, du freestyle, du trial, du hockey, du basket. T'avais des CFM bien remplis, quoi. Ouais, je faisais un petit peu de tout. Il y avait uniquement c'était surtout le street et le flat que j'ai jamais trop touché. Mais pour tout le reste, je faisais un peu de tout. Je faisais même les marathons. Et c'est ces derniers temps, c'est à partir de mes 18-19 ans, je me suis rendu compte que c'était pas tenable. Surtout si je voulais être performant dans les disciplines que je préférais, je pouvais pas tout faire comme je le voulais. Donc j'ai progressivement commencé à être de plus en plus sélectif. Et globalement, aujourd'hui, je fais quasiment plus que du basket, du trial et du freestyle, même si ces dernières années, là, j'ai un petit peu ralenti. Ok, Lestos, du coup, c'est quoi la première compétition que t'as faite? C'était à CFM à Yssingeaux? Je pense que c'était ça, ouais. Et, en artistique, t'as pas participé à la première? Non, c'était la deuxième. Parce qu'il y a un peu de construction d'un numéro et tout ça, tu faisais ça tout seul? Alors j'ai été aidé. C'était un monobasketteur qui s'appelle Franck Tricard, qui est toujours à Animafond. Et c'est lui qui m'a beaucoup aidé et qui m'a aussi appris à faire mes premières figures. Il était super motivé. On allait tous les deux apprendre à faire du wheel walk. Pendant très longtemps, ça a été notre défi. Ça nous a pris du temps. Et il m'a aidé à construire mes numéros, choisir la musique. Sur mes 2 premiers numéros, c'était Franck qui a quasiment tout fait, enfin qui m'a
relativement aidé. Puis ensuite, j'ai fait mes numéros tout seul. J'ai commencé à faire des stages à Cirque-en-Ré, encadré par Nicolas Potier. Et il m'a beaucoup aidé à construire mes numéros et à progresser en technique. Et alors ça, je dirais que c'est à partir de mes 15-16 ans que j'ai découvert les stages à Cirque-en-Ré. Parce que moi, j'ai le souvenir, en gros, c'est à chaque CFM, tous les ans, tu as Marin qui font son numéro, des trucs artistiques. Ouais, je les ai fait tous les ans jusqu'à... Je crois qu'il y a une CFM où j'ai pas fait d'artistique, mais sinon j'en ai quasiment toujours fait. D'ailleurs, les 2 premiers numéros de freestyle que j'ai fait, c'était en 24 pouces, parce que j'avais que ça. Et bah, je faisais avec les moyens du bord. J'avais pas... Déjà, je savais pas c'était quoi un monocycle de freestyle au début. Puis bon, bah, c'était à base de wet foot, de marche arrière... et Double Walk, où c'était très rigolo. C'était, avec le recul, ça me fait rire. Puis, ouais, je me souviens, j'ai acheté mon premier monocycle de freestyle, un Eclipse de chez Nimbus, c'était en 2013. Ok. Donc c'est là où vraiment ça a commencé à devenir sérieux en freestyle. Mine de rien, construire un numéro, c'est pour simplicité, quoi. Ouais. C'était très casse-tête. J'ai pas toujours gardé de très bons souvenirs des constructions de numéros. C'est assez prise de tête, et puis je m'y prenais toujours au dernier moment. Donc c'est toujours le stress, 1 ou 2 semaines avant la CFM, de se dire oh, là j'ai plus le choix, il faut vraiment que je m'y mette. Et je me souviens, alors je le faisais en gymnase sur les horaires d'animafond, mais la plupart du temps c'était aussi sur le goudron de la rue dans mon petit village. Je commençais à faire mes numéros là-dedans, sur des parkings. C'était un peu à l'arrache souvent. Puis le plus dur pour moi, c'était je trouvais les musiques. Ça, c'était un enfer. Trouver l'inspiration, trouver des musiques, qu'est-ce que je vais raconter. Ça, c'est vraiment prise de tête. Mais pendant longtemps, enfin, même encore un petit peu aujourd'hui, on m'associe toujours au freestyle. Enfin, c'est par le freestyle surtout qu'on me connaît en France, du moins Oui. sur les débuts. Maintenant, ça va changer quand même, je pense. Oui, maintenant, là, ça fait 3-4 ans quand même que ça commence à être un petit peu plus le trial. Le trial, c'est assez récent en fait, que vraiment j'ai commencé à... Qui a fait la transition, parce que la transition artistique trial, elle est pas commune. Non, bah, j'ai toujours fait un petit peu des deux en fait. J'ai commencé par le freestyle, puis comme je t'ai dit, très vite, j'ai participé à tout. Ouais. Donc sur mes premières CFM, pareil, mon monocycle de trial, j'ai dû l'acheter, ça devait être en 2013, 2014, c'était un impact. Donc j'ai commencé à faire du trial relativement tôt. Je participais à Dijon sur l'Arbre aussi. C'est l'un de mes premiers souvenirs de toi d'ailleurs. Toi, du coup, peut-être, pour 2010, j'étais vieux, moi. Ouais, sûrement. J'avais les cheveux longs à l'époque. Ah non, attends, 2010, non. Ah, peut-être pas. Non, mais je me souviens, en tout cas, de la première fois que je t'ai vu, c'était un truc artistique. Donc, je sais pas quelle année c'était, du coup. Bah, ça doit être 2011. Non, j'y étais pas venu, ça devait être 2012. 2012, c'était Cabaret? Ouais. Bah, c'était là, ouais. Ouais, ça devait être ça, peut-être. Ouais. Bah, c'était mon dernier numéro en 24 pouces à l'époque. Je sais pas si je faisais déjà du trial à cette époque-là, je pense que c'est venu un an après. Donc, ouais, j'ai dû commencer le trial en 2013. Donc, t'étais allé à Dijon en 2012, plus pour le basket, au final. Oui, c'est ça. Je me souviens, mon premier Dijon sur la roue, je ne savais pas encore sauter sur mon monocycle, je n'arrivais pas à sauter une palette. Ah oui. Et à la toute fin de l'épreuve, j'avais réussi à sauter ma première palette. J'avais fait 0 zone, mais je savais sauter une palette, j'étais super content. Donc c'était mon tout début en trial, et j'en garde un bon souvenir. À l'époque, il y avait le Blue Ring Ball aussi. Ouais, c'était complètement absurde. Et d'ailleurs, j'y repense, l'une de mes premières conventions avec Saint-Jean, ça devait être Fort Calquier aussi. Ah oui. Et je me souviens que j'ai participé à Fort Calquier. Alors, dans l'esprit, je m'en souviens plus, j'étais petit, mais c'était des petits jeux d'enfants. Je pense que c'était. Moi, je suis jamais allé, mais je pense que c'était un bon état d'esprit. Ouais, c'était très sympa. C'était à base de jeux, de défis, de poudre d'un vipère, de courses sac à patate. Enfin, dans l'esprit, ça devait être ça. Non, donc j'ai commencé là-dessus. Et donc la transition entre le freestyle et le trial, en fait, j'ai fait les deux pendant très longtemps. Mais c'est pas un peu Nicolas, la transition? Ouais, si. J'ai commencé à faire mon premier stage Cirque-en-Ré alors, j'avais 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai participé, Nico il faisait des stages et freestyle et trial, donc je participais aux deux. Ah oui, c'est ça en fait, c'est pour ça, c'est que c'est pas commun le freestyle et le trial, mais en fait il y a Nico
Ouais. Donc, du coup, oui, du coup, toi, t'es un enfant de Nico. Ouais, je suis un enfant de Nico, et c'est lui qui m'a formé pour les deux. Même si j'ai commencé le freestyle avant, c'est vraiment lui qui a permis à ce que je progresse parce que dans mon coin, j'ai vite été limité. J'ai fait d'autres stages. Mon tout premier stage, c'était pas Nico, c'était Pierre-Yves Billette. Ah, ok. J'ai fait un petit stage avec lui. J'ai dû faire un stage aussi avec Lucie Carbone. Et stage avec Nico, il proposait aussi des stages de trial. Donc je faisais les deux. Je devais être l'un des rares stagiaires à participer aux deux, même si il y en avait quand même quelques-uns. Et c'était mes deux disciplines phares. Donc j'ai continué longtemps à les faire. Et sur la fin, toujours dans cette optique de vouloir performer dans ce que je préférais, être en forme dans des compétitions, pouvoir tout donner dans mes disciplines qui me tenaient le plus à cœur, j'ai progressivement lâché le freestyle et je me suis vraiment spécialisé en trial. Ok. Il y a un événement particulier où tu t'es dit, ok, moi, je vais faire du trial maintenant. Un événement, c'est des compétitions, j'en ai pas une en particulier, mais mes souvenirs de trial, mes souvenirs de monocycle les plus forts, c'est où j'ai eu les plus grosses sensations, c'était en trial. C'est là où je prenais le plus de plaisir. Et alors, je me souviens que j'ai vécu 4 ans à Nantes. Mm. Et donc là, j'appartenais vraiment à Cirque-en-Ré. Je faisais les entraînements tous les week-ends avec eux. Samedi matin, c'était entraînement freestyle. Et l'après-midi, c'était entraînement trial. Et j'avais toujours cette frustration d'être un peu fatigué, j'étais claqué après le freestyle. Et je sentais que quand je faisais du trial, j'étais pas à fond, j'en avais plein les pattes. Donc ça me frustrait un petit peu. Et finalement, j'ai arrêté, c'est il y a 2-3 ans, j'ai dû... ouais, 2 ans que j'ai dû carrément arrêter le freestyle. Je devais en faire 2-3 fois par an, quoi. Puis, sinon, je faisais plus que du trial. Ok. Et là, c'est à quel moment que tu as commencé à te dire, ok, là, je commence à être fort en trial? C'était juste avant Grenoble, les Unicorns de Grenoble en 2022. C'était toute l'année de préparation avant ces Unicorns où, je sais pas, il y a eu un petit pic de progression, ça arrive. Là, j'ai senti que cette année, j'avais bien progressé et c'est la toute première fois qu'avec Nico, on envisageait le fait que je puisse éventuellement me qualifier pour les finales. T'étais pas loin, t'es arrivé en 11e, non? Je suis arrivé 11e. Ah, ça c'était pas facile à digérer. Ce qui est beau, c'est que l'Unicode suivante, t'es arrivé 2e. Oui. Ça va. Ouais, je me souviens, en fait, au fil de l'année, je progresse, et là, on commence à se dire, ah, mais en fait, c'était pas du tout dans jamais j'aurais imaginé à ce moment-là pouvoir participer au final. Pour moi, le trial, c'était pas encore assez important, et j'étais pas encore assez bon. Là, je me dis, ah, ça commence à être possible. Donc, je me suis entraîné pour participer au final, et c'était mon rêve. Je me suis dit, réussir à aller sur des zones aussi impressionnantes, ça c'était vraiment mon objectif. Et alors sur le coup, j'arrive 11e. Ça m'a montré, à la fois j'étais content, je me suis dit, ah j'ai quand même un bon niveau. C'était la première fois que j'allais aussi loin sur un Unicorn. En même temps, je passe à une place de la finale. J'étais un petit peu vert, ouais. T'es bien rattrapé. Ouais, c'est ce qui m'a beaucoup motivé sur les 2 ans qui ont suivi. Au début, je me suis dit, ok, t'arrives 11e. Là, je veux arriver dans le top 10. Je veux participer au final. C'était vraiment mon objectif au début. Je me suis entraîné beaucoup avec Nico, à Cercan-Ré. Il m'a coaché à fond. Et c'est super bien d'avoir Nico parce que il a beaucoup d'expérience et il sait très bien jauger ton niveau. Il sait où est-ce que tu as besoin de progresser. Donc, à chaque fois, il me prépare des zones, des exercices sur lesquels je dois progresser, pallier mes faiblesses. Et en fait, au fil de ces 2 ans, je commence à réaliser ah, mais en fait, je commence à bien progresser. On va peut-être viser un petit peu plus haut que simplement les finales. Au bout d'un an, 1 an et demi, j'étais à peu près sûr d'être en finale. L'objectif, là, c'était de réussir à faire la meilleure place sur le podium. Et effectivement, je suis arrivé 2e. C'est le résultat dont je suis le plus fier actuellement. Ah bah oui, tu peux. Ouais. Alors, c'était un Unicode un peu particulier. Il y avait beaucoup moins de participants. C'était aux États-Unis. Donc, il y avait moins de concurrence cette année-là. Bon, il y avait quand même Marc Fabian Oui. qui est toujours top 1. Et qui est le trialiste que j'admire le plus et lequel je prends plaisir à rouler. Mais c'est vrai qu'il y avait plein de super bons riders qu'il y avait à Grenoble qui n'étaient pas là.
Mais bon, Après, par exemple, sur les derniers EUC, enfin, là, pour le coup, ils y étaient, les riders qui étaient bons. ouais. Alors, j'ai fait 2 EUC. Il y avait les EUC juste avant les Unicorns, Hein. où j'étais arrivé quatrième. J'avais une grosse pression sur ces EUC, parce que c'était la première compétition après Grenoble où j'allais rencontrer des riders à l'international. Ouais, aussi, tu faisais une finale. Et c'est ma toute première finale. Donc j'avais beaucoup de pression parce que je m'étais beaucoup entraîné, je savais que j'allais progresser, mais c'est toujours difficile de jauger par rapport aux autres. Mon objectif, c'était d'être en finale, donc ils prenaient les 6 meilleurs, il me semble. Et voilà, je me suis qualifié quatrième et j'ai fini quatrième. Donc il y avait Marc, Tim Desmet et Lorenz Mm. qui sont super chauds. Et déjà, j'ai trouvé ça incroyable de rouler avec eux et d'être à peu près sur le même niveau. Je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe là? Puis après, j'ai fait un EUC juste après les Unicorns il y a quelques mois et je suis arrivé deuxième. Ouais. Donc, la progression, elle va bien. Ouais, ouais, c'est vraiment les EUC qui m'ont permis de cibler ma progression. Un petit peu les CFM aussi, parce que pendant longtemps, il y avait Thiago, toi et moi, on était à peu près sur le même niveau. CFM 2023, Oui. on a Moi, fait- je vous ai pris votre place parce que juste, je me suis dit, oh, bah, là, je pense qu'il n'y aura pas d'autres places, donc moi, je rentre ma feuille avant, mais sinon, oui. ouais, C'est vrai. on avait fait le même nombre de points et t'avais rendu avec quand même 10 ou 15 minutes d'avance. Parce que je savais que vous allez vous acharner, que vous n'allez pas y arriver. Ça, c'est l'expérience. Ouais, vraiment, il m'aura fallu vraiment jusqu'à la dernière minute pour gratter les points. Donc, c'était encore un petit peu devant. Mais ouais, vous avez été un. Moi, j'aime bien quand je progresse, j'essaie de me fixer des riders. À éliminer. Chez mon petit carnet, je D'ailleurs, je sais plus que le Marc Fabien, putain. Ouais, bah, j'aimerais bien. C'est le prochain objectif, hein, c'est sur les Unicorns de 2026. Là, l'objectif, c'est je vais me donner tous les moyens pour réussir. Alors, je dis pas que je vais réussir, hein, mais en tout cas, je me donne les moyens de le faire et moi, je kiffe parce que j'ai jamais autant progressé. Donc, Bah, ça serait beau, hein, ça serait presque 20 ans après que Max Cabot, qui est arrivé du coup premier aux Unicorns en fait, ok, qui était en 2008. ouais. Donc ce serait stylé quand même. Ouais, ce serait stylé. Je dis pas le contraire. Mais il a encore de. Là, j'ai eu au dernier EUC, il a encore de l'avance. Et puis, je sais qu'il s'entraîne un petit peu. Alors, il est super chouette, Marc, il est très fair-play. À chaque fois qu'on se voit, il me complimente et il me donne même des conseils pour le battre. Donc, non, c'est un super concurrent, rival. Mais ouais, sur les EUC, il a réussi à faire toutes les zones. Il y avait 8 zones au final. Mm. 8, si je me trompe. Ouais, il y en avait 8. Il a réussi à toutes les faire avec 10 minutes d'avance. Oui. Il y a encore, de la main. Il a beaucoup d'expérience et puis il est assidu et puis il est très propre. Et puis lui, il a commencé en 2007, il montait 1m13, je crois. Oui. Donc déjà, il faisait partie du top 5. Ouais, j'arrive toujours pas. Voilà. C'est un des trucs qu'il faut que tu travailles. C'est la hauteur, mine de rien. Ouais, Mais un peu tout l'aspect technique était quand même pas mauvais. ouais. C'est aussi un peu l'école Serpent l'école Nico. On travaille très technique. Donc effectivement, c'est l'un de mes gros points forts. Je sais que sur tout ce qui est précision et équilibre, globalement, c'est ce que je maîtrise le plus. Et j'ai bien conscience que mon point faible, ça va être tout ce qui est détente, hauteur. Je commence progressivement à avoir des progrès, mais c'est long. Et d'ailleurs, l'une de mes réflexions, c'est bien beau de faire du monocycle, du trial, mais ça va pas suffire si tu veux progresser en détente. Il faut que le physique puisse suivre. Puis d'ailleurs, je remarquais bien, quand je regarde ceux qui sont dans le top, ils sont quand même très athlétiques. Donc je me suis dit, il faut que je travaille la musculation, la détente en parallèle du monocycle. Et ça fait quelques mois. Ça va faire 6-7 mois que je fais de la musculation en salle de sport. J'ai un de mes collègues de travail qui est coach sportif à domicile, avec qui j'ai sympathisé. Et il est complètement à fond, il s'est intéressé au projet, il est très investi. Il avait failli venir aux EUC, mais il n'a pas pu. Je l'adore, il avait regardé
avant même que je lui explique vraiment les règles, il avait regardé toutes les finales des Unicorns de 2022. Il avait regardé concrètement qu'est-ce que c'était le trial, les règles. Et puis on a bossé ensemble, principalement sur des exercices de détente, de pliométrie. Réussir à reproduire les gestes qu'on fait en monocycle. J'observe gentiment les premiers gains, mais c'est pas évident de... Alors Nico dit que si. Nico dit qu'il y a une différence, mais j'ai encore du mal à la voir. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que pour le coup, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de monocyclistes qui ont eu des coachs avec un entraînement derrière musculaire et tout ça. Pour l'instant, c'est encore très amateur. Alors, Ouais. tu commences à avoir un profil professionnel un peu. D'une certaine manière. Là, tu as vraiment un objectif. Tu dis, OK, moi, je vais gagner la première place au prochain Unicon. C'est pas si fréquent, en vrai. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent, bah, j'aimerais bien. Moi, je veux. C'est mon objectif. Et du coup, je vais tout faire pour faire. C'est une autre mentalité qui est un peu nouvelle. Ouais. Je suis assez compétitif. Je sais pas si ça se voit. En vrai, ça va, je t'ai pas vu t'énerver. Non, je suis assez calme. Donc, c'est une bonne compétition. Ouais. Là-dessus, niveau mental, j'ai rarement eu à travailler là-dessus. Parce que je m'énerve très peu, je m'agace très peu. Je suis là pour faire la meilleure performance, je suis pas là pour battre les autres à tout prix. Moi, ce que je veux faire, c'est surtout donner le meilleur de moi-même. Et c'est pour ça que, même si je me fixe des objectifs assez précis, là, en l'occurrence, arriver premier, je suis toujours content de me fixer ce genre d'objectif parce que même si je les atteins pas, d'ailleurs, je suis arrivé 11e à Grenoble, j'avais pas réussi à atteindre mon objectif. Mais c'est grâce à ça que j'arrive à progresser autant. Donc effectivement, là, enfin, je pense pas qu'on puisse parler de professionnel, mais en tout cas, j'essaie d'y tendre. Nico, je vois ça vraiment comme un coach personnalisé. Il me connaît très bien. Il sait exactement de quoi j'ai besoin. Donc à chaque fois, il me défie, il me lance des zones sur lesquelles il sait que j'ai à travailler. Puis effectivement, je travaille avec Simon, mon coach sportif. Mais vous avez eu un peu ça en commun finalement avec Marc Fabien. Alors Marc Fabien, il n'a pas de coach particulièrement, mais tu vois, il fait ses exercices et tout ça. Il a toutes ses affaires qui sont bien rangées. Il a des semelles de rechange pour pas trop transpirer dans ses chaussures. Enfin, il a toute une préparation qui est à milieu voilà, par exemple, qui n'est pas de préparation. Même mentale, typiquement. Voilà, vous avez un calme tous les deux, très olympien, enfin, très. Voilà, moi, quand les finales j'ai fait 3 finales d'Unicon, j'ai pleuré aux 3. Les 2 premières, c'était parce que j'ai pété un plomb, c'était trop dur mentalement, et la troisième, c'était de joie parce que j'étais content de ne pas avoir pleuré. Ouais, c'est agréable à regarder la dernière. Ouais, j'ai adoré te regarder à Grenoble. T'as vraiment fait le show, t'as animé toute la salle. C'était. Bah, c'est vrai, je m'étais dit, de toute façon, je vais pas gagner. Faut t'en rendre panache. Ouais, franchement, je pense que je me propose pour tout le monde. On a pris beaucoup de plaisir à te regarder. Oui, c'est mon meilleur souvenir. Ah ouais? Oui. T'es dans une salle de 2000 personnes, sur un tas de palettes, tu sais pas comment t'es arrivé dessus, il y a tout le monde qui crie ton nom. Ouais, c'est tout, c'est pas besoin de faire. Ouais, je peux comprendre. Surtout, c'était incroyable cette finale. Il y avait vraiment eu beaucoup de monde, beaucoup de public. Finale de Trieste, c'est vraiment intense. Juste, t'es obligé de te dépasser de fou, quoi. Je trouve ça impressionnant l'énergie que tu arrives à déployer en finale lorsque tu es poussé. Enfin, en compétition, de toute façon, en tout cas, moi, ça marche comme ça. Je sais qu'en compétition, je suis meilleur qu'en entraînement. Et pareil, mes 2 meilleurs souvenirs, c'est aux EUC de 2023. Enfin, le premier EUC que j'ai fait. Et le dernier Unicon aux États-Unis, c'était au final, pareil, même sensation, tous les regards sont sur toi, concentration intense et d'un coup tout se libère, t'as passé ta zone, soulagement. Ah non, j'ai d'incroyables souvenirs là-dessus. En compétition, en fait, t'as vraiment ce truc où tu dis, bah là, il faut le faire. De toute façon, il y a cette zone-là. Je peux pas dire, ah oui, mais bon, là, t'as pas d'excuse, c'est le moment. C'est comme ça, pareil qu'en flat, pendant le last tricks, ils font leurs tricks, qui aussi bien, ils ont jamais plaqué avant, et qui, des fois, ils plaquent. C'est maintenant. C'est le moment là où il faut tout donner. Ouais. Et sur les zones de finale, alors moi, je n'ai fait que 3 finales pour le moment. Les finales, c'est assez récent pour moi, en fait. Ça fait qu'1 an et demi, vraiment, que je fais des finales. Et au début, quand je regarde les zones, tout me paraît infaisable.
Je me dis, j'ai jamais fait des zones d'une telle ampleur, de telle hauteur, des trucs aussi engagés qui font aussi peur. Et en fait, quand tu es dedans, tu te surprends à dépasser tes limites. Donc maintenant, je suis un petit peu plus lucide à force. Je me rends compte un petit peu mieux de ce qui est possible de faire ou pas. Mon premier EUC, j'ai regardé les zones, je me suis dit, je vais en faire aucune. Et au final, j'ai réussi à en faire 3 ou 4, je sais plus, sur les 6. Enfin, j'avais été agréablement surpris. À aucun moment, je m'imaginais réussir à faire ces zones. Au début, je me suis dit, bon, ça c'est mort, je vais me faire plaisir là-dessus. Je me suis acharné pendant 40 minutes sur la même zone. Ça me semblait être la seule possible à faire. Et en fait, les autres étaient totalement possibles. C'est juste que je n'avais pas le recul et l'expérience nécessaire. Mine de rien, sur les dernières compétitions que j'ai faites, c'est surtout l'expérience où je vois là, sur la dernière année, je continue un petit peu à progresser techniquement et en hauteur, mais c'est surtout l'expérience où j'observe une grosse différence. Je suis beaucoup plus posé. C'est aussi une chose que j'ai observée. Comme les enjeux sont de plus en plus grands et que j'ai de plus en plus de chances de podium à chaque fois, je stresse de plus en plus. Et ça se ressent beaucoup sur mon début de compétition. À chaque fois, je fais des débuts assez horribles. Il me faut 20 minutes, 25 minutes pour me lancer. Et là, plus ça va, plus je commence à me connaître et à travailler là-dessus. Voilà, il faut juste apprendre à mieux se connaître. C'est un peu mon défi du moment. Ouais, et pour revenir aux zones, c'est la première fois que je les appelle comme ça, mais je trouve que ça va bien. C'est des zones à miracle cumulé. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Tu as plusieurs obstacles, franchissements à faire sur la zone. Tu as réussi à en faire un. Tu es super content. Tu dis, putain, il faut que je refasse ça encore 2 fois. Il y en a encore 2. Et alors moi, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. C'est quand j'ai réussi à passer un obstacle et que je l'ai compris. C'est rarement dû au hasard. Je pense que c'est aussi dû au fait que je suis meilleur techniquement qu'en hauteur, physiquement. Comme je suis assez bon techniquement, quand j'ai réussi à passer un obstacle, je l'ai plutôt bien intégré, j'ai plus de facilité à le repasser. Souvent, d'ailleurs, en finale, quand j'ai réussi à faire une zone, j'ai beau passer une demi-heure dessus, il me faut... j'arrive à la refaire assez facilement. Enfin, facilement, c'est relatif, mais... Ouais, t'es pas sur du hasard, quoi. Ouais. Et puis il y a un truc aussi des fois qui est important en trial, et c'est là où tu vois l'expérience, c'est être capable de lire la zone. Parce qu'il y a 1000 façons de passer une zone de trial, et d'être capable de trouver la meilleure, la plus optimisée pour toi. Ouais, et ça, je savais pas. Pendant longtemps, au début, quand je faisais du trial, je me posais aucune question. Ouais, je prends mon eau, je saute. Enfin, il y a... Et en fait, avec le niveau, tu te rends compte qu'effectivement, tu as plusieurs manières d'aborder une zone. Et j'essaye d'être de plus en plus polyvalent en trial. Faire du saut de face, apprendre le saut de face, ça m'a débloqué plein de choses. Donc effectivement, maintenant, il y a une partie réflexion aussi où j'essaye plusieurs... j'aurais jamais pensé ça avant. Maintenant, quand je fais une zone, je la regarde. J'essaie de réfléchir aux plusieurs possibilités. J'essaye et quand je vois qu'il y en a une qui ne marche pas vraiment... Et des fois, finalement, prendre le temps de se poser, de réfléchir... Des fois, il faut se creuser la tête. J'aurais pas cru. C'est un sport de stratégie, c'est trial. Ouais. Ouais, Tu peux observer tes adversaires, comment ils pensent les autres, et ah oui, je n'aurais pas pensé comme ça, tiens, ils ont réussi, je vais essayer. oui, aussi regarder les autres. Moi, je regarde beaucoup Marc. Bonne référence quand même. C'est-à-dire que c'est lui que tu dois dépasser, donc... Ouais. Et des fois, c'est frustrant parce qu'il a de bonnes techniques, mais je n'ai pas la hauteur pour reproduire tout ce qu'il fait. Ah oui, alors pour le coup, c'est très particulier, Marc, parce que lui, il n'est pas très polyvalent, en vrai. Par contre, il a une technique qui marche tout. Lui, il fait tout en side-up, de côté, limite, voilà. Ouais. Et puis, ça marche tout seul. Il n'a jamais de pédale grave, il fait pas de roll-up, il fait pas de roll-side, il fait pas... Mais tout de la même façon. Après, tu vois, tu as des teams deathmatch, par exemple, eux, ils ont 15 000 techniques différentes. Ouais. Mais Team Deathmatch, il est super doué. Mais il lui manque cette partie technique. Il est très... C'est un bourrin. Ouais, c'est un bourrin à l'instinct. Alors, ça donne de super images. Des fois, je le vois faire des zones. Je me dis, comment il arrive à faire ça? J'aurais jamais pensé que ça puisse se faire. Mais moi, je pense que je suis dans un entre-deux entre Marc et... moi, il me manque encore beaucoup de choses. Hein. Je sais toujours pas faire de roll-up. Ouais, toi, il te manque les roll-up, la hauteur. Déjà, ça sera pas mal, je pense.
Après, c'est surtout ça. Roll-up, alors j'essaye de... C'est difficile de travailler ce qu'on n'aime pas. Ouais. Moi, je sais exactement ce que je déteste les pneus. J'ai horreur de ça. Roll-up, j'aime pas. Tout ce qui est sans hauteur, par-dessus un fil. Et bah, de toute façon, je pense qu'on... Moi, je fonctionne comme ça. J'aime pourquoi je suis bon. Mm. Et je suis bon dans ce que j'aime. Bah, c'est C'est un peu comme ça. Ouais, on est tous comme ça. Mais il faudrait que je me force un petit peu, surtout bah, comme j'ai des objectifs assez élevés, au bout d'un moment, il faut que je me force un peu à sortir de ma zone de confort si je veux continuer à progresser. Ouais, il manque que ça parce que après, à la limite, tu vas te retrouver à des trucs où, sur le principe, sur le papier, la zone, tu l'as pas, c'est juste que par exemple, t'as pas accès au premier niveau, quoi. Ça, c'est très frustrant. Puis ça arrive tout le temps. Il y a une zone, tu dis ça, c'est ok, je maîtrise très bien. Ah, il y a un élément. Il y a 8 palettes à monter. Ouais. Puis, non, mais de toute façon, c'est le jeu. En finale, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. On est chacun spécialisé certains sont très techniques, d'autres auront beaucoup de hauteur. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut qu'il y ait un peu de tout dans une finale. Et bah, forcément, du coup, il y a des zones où je me retrouve un peu coincé, quoi. Aux EUC, pendant les finales, il y avait tout qui m'était à peu près accessible, avec des pédales graves, Ouais. là où d'autres en font pas. Mais par contre, en qualification, Oui, il y avait 8 palettes, il y a- il fallait sauter par-dessus la première barre. voilà. Moi, Bon, je bah, suis pas su. déjà, tu fais une croix dessus. C'est pas des zones où moi je vais pouvoir me dire ah, si je me dépasse, ça va passer. Non, là, tu sais le faire, tu sais pas le faire. Je le sais très bien, je me suis déjà entraîné pour réussir ça, j'y arrive toujours pas. C'est pas maintenant que ça va se débloquer. Il y a pu avoir des compètes où, pour la finale, genre, tous les riders créent leur propre zone. Et du coup, tu fais exprès de faire des zones que toi, tu vas y arriver. Bah, c'est ce qui s'est un petit peu passé sur les derniers EUC, où globalement c'était les meilleurs riders et ceux qui étaient en finale, plus quelques autres qui contribuaient à construire les zones. Alors là, c'était pas chacun sa zone, c'était on échange, on débat, on discute. Et là, bah, pour le coup, j'avais essayé un petit peu de proposer mes idées. Et bah, évidemment, j'avais proposé forcément des trucs sur lesquels j'étais à l'aise. Essayer de rajouter un peu de technique. Et j'étais assez content de cette finale parce que j'ai trouvé ça plutôt bien équilibré. Bon, c'était peut-être un chouï technique, mais non, je me suis éclaté sur ces zones. Elles étaient un petit peu plus abordables que celles de l'année passée. Il y en avait un petit peu plus. Je pense que c'est tous bien amusés là-dessus. En tout cas, moi, je me suis éclaté. Tant mieux. Il y a un truc aussi, une anecdote que j'avais entendue, c'est que pendant très longtemps, tu connaissais même pas Marc Fabienne. Non. En fait, c'est que récemment que je commence à m'intéresser à ce que font les autres en ligne, sur les réseaux, que je regarde des vidéos. Quand j'étais petit, jusqu'à mes 16-17 ans, j'étais très peu sur les réseaux sociaux, je regardais très peu ce qui se faisait sur YouTube. À part en compétition, je connaissais pas grand monde, pas beaucoup de noms. Alors là, j'essaye petit à petit de rattraper mon retard, mais pareil, bah, tu m'as parlé du français qui est arrivé. Oui, Maxime Cabot. Ouais, je connais de nom, je ne vois absolument pas ce qu'il a fait, je connais pas son palmarès. Il a pas beaucoup de vidéos, mais il a une vidéo qu'il a faite à Londres, qui est filmée par Joe Hodge. Et tu vois, en fait, c'est un mec qui est pareil, il n'a pas beaucoup d'auteur. Et il était très technique, mais différent de toi. C'est qu'il faisait tout seul rentrer avec des pédales graves. Et il avait un peu ultra dégonflé. Ah ouais, Et en fait, il faisait des kilomètres d'arrêt. d'accord. C'était vraiment son truc. Et un peu bourrin. En fait, ouais, c'est une version bourrin technique. Ok, ouais, je vois. Il aimait tout ce qui était fin, précision, arrêt, c'est ça. mais il avait sa manière à lui de le faire. Bah, Marc Fabienne, j'ai dû vraiment commencer à le connaître, c'était en Espagne, aux Unicorn en 2016, Ah. donc assez tardivement quand même. C'est à cette Unicorn-là où j'ai découvert beaucoup de monde en fait. Marc Fabienne, Mac Taylor. C'est celui à Montréal aussi. Ouais, mes tout premiers Unicorns, c'était en Italie. Ah oui. Ouais, c'est pour ça, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Ce qui m'a permis de progresser, c'est que j'ai participé à quasiment à tout ce que je pouvais. Alors, j'ai pas participé aux EUC ou autres, mais toutes les CFM, les Dijon sur la roue, Fort Calquier. J'ai fait des stages, j'ai fait les Unicorns. Les seuls Unicorns que donc j'ai fait Italie, Espagne, Canada. J'ai pas fait ceux en Corée.
Et j'ai fait ceux en France et aux États-Unis. Moi, je m'estime pour gâté parce que j'ai mes parents, ils m'ont toujours supporté, ils m'ont suivi, accompagné sur les compétitions. Pareil, au niveau matériel, c'est eux qui m'ont offert mes monocycles à chaque fois. J'ai progressé en même temps que mes monocycles. En fait, meilleur je devenais et au bout d'un moment, il fallait upgrader un peu mon matériel. Puis, comme je t'ai dit, j'ai jamais été tout seul, j'ai toujours été accompagné. J'ai toujours été à Animafond. Alors, même s'il n'y avait pas de freestyler là-bas, il y avait quand même un groupe qui s'entraînait régulièrement avec une salle. Enfin, c'était quand même motivant, quoi. Puis ensuite, Cirque en Ré. Non, globalement, j'ai toujours eu toutes les étoiles alignées pour faire du mono, progresser. Ok, il y a une personne qu'on n'a pas parlé encore, mais je pense qu'elle est importante, c'est Julia Boitéché. J'étais sûr que tu allais en parler. Oui, parce que moi, j'imagine il y a un monde qui est possible. D'ailleurs, c'est la nouvelle expression en ce moment. Il y a un monde où, bref, rien à voir. Il y a un monde qui est possible où au prochain Unicon, on a 2 Français qui sont champions du monde de trial. Ah, c'est mon plus grand rêve. C'est incroyable. Alors Julien, on s'est connus lors de mes premiers stages de trial. Alors sur nos débuts, on avait à peu près le même niveau, donc on s'entraînait ensemble. Puis en fait, on est un peu partenaires, coéquipiers en trial. Alors même si le trial, c'est un sport très individuel, on considère quand même comme partenaire d'entraînement. On s'entraîne ensemble parce que Julia, elle est très technique aussi. Globalement, on a les mêmes points forts, donc ce qui nous permet de s'entraîner sur les mêmes zones, les mêmes modules. Et on est assez admiratifs l'un pour l'autre. Moi, je suis, je suis l'un des plus grands fans de Julia. Elle m'impressionne. J'ai l'un de mes plus beaux souvenirs, c'était la finale, sa finale à Grenoble. Oui, ouais, speedrunner. La speed de René, la finale en 13 minutes. C'est bon, on se sentait trop con, on avait construit les zones, on disait, mais putain. Ouais. Après, pour ma décharge, moi, j'ai construit une zone, et je sais plus comment il s'appelle, celui qui... Chris. Et il m'a dit, non, mais là, c'est trop compliqué. Vas-y, réduis un peu la hauteur. Ouais. Moi, il pouvait pas. Vous ne pouvez pas savoir. Les autres, elles vont plus... Enfin, elles vont galérer quand même. Oui, en fait, c'est ça qui est délicat. Chez les femmes, les écarts de niveau ils sont beaucoup plus hétérogènes. Julia et quelques autres de ses concurrents sont vraiment au-dessus du lot. Mais ouais, Julia elle m'impressionne. Surtout, je trouve que c'est l'une des rares vraies trialistes. Souvent, je trouve chez les femmes qui sont douées en trial, c'est qu'elles sont assez polyvalentes. Oui. Elles sont très douées en cross, street, flat ou autres disciplines. Et donc forcément, elle se débrouille très bien en trial. Alors que Julia, c'est vraiment une trialiste pure et dure. Ouais, il a fait que ça au final, presque. Oui, elle a un petit peu touché au freestyle. Elle en faisait quand même pas mal. Mais elle a dû arrêter vers ses 16 ans, 17 ans. Je sais. Alors là, je ne saurais pas dire exactement. Mais elle touchait un petit peu à tout. Alors elle était peut-être un petit peu moins polyvalente, mais comme tout le monde sur les CFM, on faisait de l'athlétisme, du freestyle. Elle participait au groupe de Cirque en Ré. Elle faisait des duos aussi de freestyle. Et voilà, avec Julia, c'est l'une de mes meilleures amies. On se déplace assez souvent aux compétitions ensemble. On est allé aux États-Unis pour les Unicon ensemble avec Adrien et Fanny. Voilà. Puis là, on va aux EUC d'été. Là, prochainement. En Hongrie. En Hongrie, ouais. C'est la première fois qu'on y participe et on a réservé nos billets. Très content. Bravo. Je pense qu'on a fait un petit tour pas mal. C'est vrai que sur la partie trial, on a fait le tour. Je crois qu'on a déjà parlé. Ton meilleur souvenir, c'était au final les Unicon. Les Unicon, je dirais presque les EUC. Juste avant, donc c'était ma toute première finale et j'ai un souvenir, cette fameuse zone où je suis resté, je me suis acharné pendant 40 minutes dessus. J'étais le seul à avoir réussi à faire cette zone. Marc Fabien n'avait pas eu le temps de la faire. Et je sais pas, cette zone m'a demandé tellement c'était une zone tout en longueur. En fait, c'était des barres, beaucoup de stands en montée. Et c'était beaucoup de concentration. C'était une zone très longue. En tout et pour tout, ça a dû prendre peut-être 2 minutes, je sais pas. Quand j'ai réussi, vraiment, il y avait j'ai senti tous les regards sur moi. C'était une vraie libération. Là, je pense que c'était mon meilleur souvenir. Et mon deuxième meilleur souvenir, c'était les Unicon. L'une des zones les plus impressionnantes que j'ai faites, c'était une espèce de tour d'escalier en colimaçon avec un énorme gap transfert. Au début, tu as roulé sur des barres. La montée et après le gap. Non Ouais, c'est ça. Cette zone,
Elle était assez folle. Elle était très visuelle. C'était Max Schulz qui a fait les zones. C'était chouette parce que ça changeait de ce qu'on a l'habitude de faire en Europe. C'était pas des palettes Europe. C'était beaucoup de bois, de poutres. Ils avaient fait un peu de charpente. C'était vraiment très chouette. Des zones très visuelles. Donc j'avais adoré. Donc voilà, mes 2 meilleurs souvenirs, c'était ça. Ok, là, est-ce que tu auras un conseil pour quelqu'un qui veut devenir un bon trialiste? Un bon trialiste, ça dépend d'où est-ce qu'il en est. Moi, globalement, ce que je conseille à tout monocycliste qui débute, c'est de toucher un petit peu à tout, d'être polyvalent. Le monobasket, c'est assez utile. Ouais, globalement, c'est ça mon conseil. Au début, ce serait d'être assez polyvalent, de s'intéresser à tout. Et bah forcément, au bout d'un moment, faut quand même choisir une discipline ou deux. Mais un conseil pour progresser, mon parcours, ce qui m'a permis de progresser le plus, c'est de participer au maximum d'événements que je peux faire. Et c'est vraiment ça que j'essaye de faire. En ce moment, je fais CFM, Unicon, EUC, d'hiver, d'été, Monster One, Game. Yes. Compétition en circuit, des stages. C'est là où on rencontre du monde, qu'on sort un peu de sa zone de confort parce qu'on est confronté à rentrer à des zones auxquelles on n'est pas habitué à faire. Surtout que je considère qu'il y a vraiment des écoles, entre guillemets. Oui, je suis d'accord. Je trouve que Cirque-en-Ray a vraiment une patte bien à elle, assez technique. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des zones Cirque-en-Ray, ça peut être assez dur. D'ailleurs, tu avais participé. Moi, j'ai fait n'importe. C'était pas terrible, moi, parce que c'est pas mon école à moi. Oui, ça change beaucoup. Mais au même titre que moi, quand je me retrouve sur d'autres compétitions, c'est pas dans ma zone de confort. On peut en parler des différentes écoles de trial. Alors déjà, il y a Cirque-en-Ray. Ouais. Il y aurait quoi d'autre T'as Marc Fabian, où pour moi, t'as un aspect très puriste du truc. Ouais. Une certaine élégance dans le geste et tout ça. Après, t'as les écoles un peu schlag, où le but étant de sauter haut et faire des gros gaps. Team Deathmatch. Alors, Team Deathmatch, c'est un autre. Moi, je le mets pour moi, il est dans mon école à moi, Team Deathmatch. D'accord. C'est des riders polyvalents. C'est-à-dire Oui. que des mecs, en fait, qui viennent du street et qui font du trial. Ouais. Tu vas avoir des roll-ups, des roll-side, tu vas avoir des trucs fantasy. Ouais. Pour essayer de passer une zone. Ouais, c'est vrai que vous arrivez très bien à sauter de face. Le grave, vous le gérez super bien sur n'importe quel support. C'est moins orthodoxe, mais ça joue sur l'efficacité. Mm. Ouais, en gros, c'est ça. Tu as les riders qui vont sauter très haut, donc comme les Hayden Teleki et les Drake Taylor, mais qui sont pas si techniques que ça. Franchement, maintenant, c'est peut-être un peu moins vrai. Ouais, si, quand même. Alors, Mike Taylor, il m'impressionne parce que il saute tellement haut et loin qu'il a réussi à... Je sais pas comment expliquer, mais il arrive à zapper des difficultés techniques grâce à sa hauteur, justement. Tout maintenant qu'il fait du 24 pouces, enfin bon, là, il s'est blessé, mais Ouais. c'est dommage que ça soit pas plus développé, mais moi, je pense que le 24 pouces, ça te permet de faire des arènes vachement plus facilement. Oui, surtout ce qui est saut de face, et pour réussir à amortir des gros chocs, comme ils font en VTT trial, en fait. Tu vois, moi, par exemple, je me rappelle les vidéos de Chris Holm que je regardais moi à l'époque. Et les tout débuts du trial, c'était des fois en 24 pouces. Et il faisait vachement, ce que toi tu fais, il faisait des side-up de face. Ouais. Mais lui, du coup, il était en 24 pouces. Et genre, il y a une scène, à un moment, il monte des gradins. Donc, sur tous les dossiers. Ouais. Et genre, il fait tout comme ça. Et en vrai, je pense que c'est vraiment dur. Et pour lui, c'était en 2000, peut-être. Ouais. Et je pense que l'aspect 24 pouces faisait qu'il y arrivait vachement mieux. Oui, la roue étant plus grande, t'as une plus grosse marge t'as besoin d'être moins précis, je pense. Je suis très curieux parce que j'ai rarement eu l'opportunité de rouler justement contre Mac Taylor ou Eden Teleki, du moins à mon niveau. Ouais. Donc là, cet été, c'est la première fois où je vais rouler contre Eden Teleki. Je ne le vois qu'en vidéo et c'est vraiment tout l'opposé de ce que je sais faire. C'est ça, mais moi, le peu que j'ai roulé du coup avec eux, en tout cas à l'époque, ils avaient peut-être pas le même niveau technique, mais du coup, moi, ils se qualifiaient même pas au final. Ah ouais. Non, parce qu'ils sautaient haut, mais ils n'avaient pas de technique particulière. En tout cas, je suis curieux parce que ils m'impressionnent beaucoup. Ils savent faire ce que je sais pas faire en trial, donc je suis curieux de les rencontrer et de voir s'ils peuvent m'apporter quelque chose. Ouais. Et du coup, moi, mon conseil, parce que j'en ai un aussi, que je donne à mes élèves, si vous voulez être un bon trialiste, il faut que vous fassiez des trucs chiants. C'est un bon conseil ou pas? Ouais, c'est ce que Nico m'impose. Il y a des zones des fois qui
qu'on veut pas faire et il faut les faire, pas le choix. C'est pour ça que c'est super bien d'avoir alors le luxe d'avoir un regard extérieur qui te connaît très bien et qui sait exactement quoi te faire pour progresser. Bon, globalement, moi j'adore le trial, j'arrive toujours à y prendre du plaisir. Mais effectivement, il y a des fois des entraînements, il y a des zones. Bon, non, En fait, il faut sortir de ce confort. C'est pour ça que je trouve que tu as beaucoup de trialistes qui, sur principe, sont un peu bons, mais en fait, ils n'arrivent pas à plus aller loin que ça. Parce qu'en fait, eux, ils ont une vision du trial où c'est juste, faut sauter haut et faire des gaps en haut. Et à partir du moment que ça commence à être un peu en dénivelé ou des trucs qui, en fait, ils ont jamais pensé à travailler ça. Je pense qu'en flat, tu peux te spécialiser dans un. Enfin, j'y connais rien, mais tu peux te permettre de faire les figures que tu kiffes. Si tu arrives à avoir un super bon niveau dans ce style de figure. En trial, si t'es pas un minimum polyvalent, il y a des riders qui sont super bons, mais ils ont un élément ils savent pas faire. Et bah, tout de suite se retrouvent bloqués. Bah, d'ailleurs, avec Nico, des fois, on est de plus en plus stratégique sur mon déroulé des compétitions. On analyse aussi ce que savent faire ou pas les adversaires. Et plutôt que de faire simplement ce que j'aime bien faire ou ce où je suis bon, on va aussi essayer de faire là où je me démerde et surtout là où les autres vont galérer. Et il y a certains obstacles où on sait, ah bah tiens, lui, il va galérer à faire ce passage-là. Les points faibles de Marc Fabian. Bah malheureusement, cette règle ne s'applique pas à tout le monde. Marc Fabienne, on n'y réfléchit pas réellement. Non, ouais, c'est vrai que... Ça fait des trucs où il est obligé de faire des pédales rames. Oui, à la rigueur, C'est nul en pédales rames. ça peut être ça. De toute façon, lui, il a beaucoup plus de hauteur que moi. Donc, quitte à ce qu'il ait plus de hauteur, autant réussir à trouver des zones de manière à ce qu'il soit obligé de lui aussi faire un grab. Comme ça, on le ramène sur un pied d'égalité, au moins sur quelques obstacles. Mais je me pose enfin, jusqu'à maintenant, je me suis pas concentré là-dessus. Je me suis surtout concentré sur les autres adversaires. Bon, là, c'est bon. Là, je me suis fixé Marc Fabien comme objectif. Il me semble qu'Adrien Delecroix, il avait ce truc à dire, ok, contre tel adversaire, je vais faire tel tricks dans les battles et tout ça. Genre, il avait peut-être pas un camping, mais genre, il avait ce truc de bien savoir ce qu'il fallait faire contre telle ou telle personne en flat. Ouais, bah, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Moi, quelques semaines avant les EUC, on avait retravaillé des zones sur lesquelles j'étais très à l'aise et essayé d'imaginer, Nico m'avait demandé d'imaginer des zones sur lesquelles il pourrait être en difficulté. Et c'est ça qu'on a fait. Surtout l'objectif, c'est ça aussi qui est marrant, c'est dans ma manière de progresser, de m'entraîner en trial. Sur le long terme, j'ai presque un agenda. Ouais. Alors déjà, avec mon coach sportif, on va pas travailler les mêmes choses au même stade de la compétition. Sur les 2-3 dernières semaines, il fallait que je sois en forme, que j'ai plein d'énergie et que je me blesse pas surtout. Donc on a essayé de travailler d'exercices qui jouent plus sur le gainage, plus sur la stabilité que travailler la pliométrie, la hauteur, la détente. La pliométrie, ça va être tous les exercices avec rebond. Ok. Réussir à déployer une charge en hauteur très rapidement. Pour sauter haut, il faut mêler et force et souplesse, pliométrie, enfin rebond. Et pareil en monocycle, on travaillait avec Nico sur des grosses zones qui pouvaient se rapprocher de ce qu'on peut retrouver en finale. Des zones engagées, impressionnantes. Et progressivement, sur les dernières semaines, on a déjà rebaissé le niveau, déjà pour me rassurer, même psychologiquement. Comme le stress commence à monter, il faut que je me rassure sur des choses que je sais très bien faire. Et aussi pour limiter le risque de blessure. Donc ouais, les stratégies, elles se jouent sur plein de niveaux maintenant. Durant la compète, sur ma gestion du temps, sur mon échauffement, sur les semaines, les mois qui précèdent la compétition, sur le type de zone que je vais essayer de faire. C'est vraiment radicalement différent. C'est assez nouveau par un sport comme le monocycle. Ouais, c'est aussi assez nouveau pour moi, Nico. Enfin, Nico, il a déjà un peu plus d'expérience là-dedans, mais
Mais on tend à aller là-dessus, ouais. Un point aussi qu'on n'a pas parlé, mais qui est important, c'est dans les compétitions, mais particulièrement pendant les finales, tu as le droit d'avoir quelqu'un qui te suit. Ouais. Et ça, il me semble que c'est important. Ouais. Bah, quand il est disponible, c'est Nico. Ouais. C'est quand même lui qui me connaît le mieux, qui a le plus d'expérience. Et autrement, c'est Julia. C'est pour ça qu'elle a aussi une place très importante. C'est quand on part à deux, on joue le même rôle. En fait, moi, je vais l'assister sur sa compétition et elle vient m'assister. Elle permet de... Et moi, j'adore avoir Julia parce qu'elle a vraiment ce regard extérieur que je n'ai pas, surtout sur ma gestion du temps et de mon stress. Au début, j'ai tendance à vouloir partir comme une flèche, à être stressé, à avoir peur des autres adversaires, du temps. Bref, je pars n'importe comment. Et elle est là pour me canaliser. Et puis même sur certains passages techniques où je vais m'obstiner à faire la zone d'une certaine manière, elle va me donner des idées. Elle me dit, mais pourquoi tu t'embêtes à faire ça de cette manière-là? Tu sais très bien faire ça de cette manière. Et le fait d'être accompagné d'un spotter, ça joue beaucoup. Et j'étais très content. J'ai fait quand même une finale. Les derniers UC que j'ai fait, j'étais tout seul. Et c'est aussi intéressant. Tu étais un peu avec Adrien, non, faut ou pas? Adrien, oui, mais c'est alors sur la finale, mais sur les qualifications, pour le coup, j'étais vraiment seul. Ok. Et ça avait permis de... C'est aussi intéressant pour mieux se connaître, essayer de... Puis je sens vraiment la différence d'expérience sur les finales et les qualifications. Mais ouais, moi je conseille toujours d'être, du moins à haut niveau, d'être accompagné de quelqu'un. Bah oui, même pour te calmer et puis te remplir ta gourde ou des trucs comme ça. Ouais, des détails à la con, mais quand il s'agit de remplir la gourde, crever, ça m'arrive souvent. Réparer le mono. Et surtout sur la gestion du stress, en fait. Ouais. Bah, moi, du coup, à Grenoble, j'avais Théo qui m'a coaché un petit peu. Enfin, c'était un moment qui était cool, quoi. J'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi pour me dire, bon, allez, maintenant, on va là. Enfin, voilà. Je trouve que c'est important, effectivement. C'est un nouveau truc qui n'était pas forcément si fréquent avant. Puis, ce que je trouve chouette, c'est que tu partages les satisfactions en tant que rider comme en tant que spotter. T'es super content quand ton coéquipier il arrive à passer une zone. Oui, c'est un travail d'équipe. Même pour dire, bah, elle est où la zone 26B tu vois. Ouais, c'est un vrai travail d'équipe. Bah, c'est comme ça qu'on le voit avec Julien ou avec Adrien, Nico. Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc motocycliste qui t'a fait waouh? Ça m'a fait waouh. Bah, c'est vraiment la finale de Grenoble. Ok. J'en ai pris plein les yeux. J'étais impressionné. Bah, comme je t'ai dit, j'ai une culture assez limitée en trial, même autres disciplines. Et c'est là où j'ai découvert Eric Winterfeld. Ah oui, putain, il y a belle découverte du coup. Une belle découverte. Ouais, j'ai pris une claque. Puis j'adore son style. Très créatif, en même temps très technique. Et il y a un côté nonchalant un peu dans le travail pratique. Et aussi, c'est la première finale où j'avais un bon niveau. Même si j'ai pas participé au final, je commençais à me débrouiller. Et c'est là où j'ai pu voir la finale et les zones d'un œil différent. Et c'est là où j'ai été impressionné de la hauteur, des difficultés. Enfin, c'est vraiment... Des fois, c'est vraiment quand on est bon qu'on se rend compte de la difficulté de certaines zones. Et même encore aujourd'hui, je trouve que votre finale était bien plus technique, difficile que celle de... Hervé, moi, celle où je suis allé sauter sur le tronc, là. Ouais, c'est... Je suis monté dessus, je ne le fais pas. J'aurais vraiment été curieux de la faire parce que... Ouais, j'ai rarement vu des zones aussi difficiles que cette finale. Donc ouais, non, ça c'est un souvenir assez fort de monocycle. Puis finale, Julia, elle est arrivée première. Et ça, c'était un moment super fort. C'est le plus grand, la plus rapide de championne du monde. Ok, et du coup, ouais, toi, quel est le truc que tu es le plus fier d'avoir réussi Le truc dont je suis le plus fier, bah, c'est cette fameuse zone aux EUC. Je m'en souviendrai beaucoup. Sinon, ouais, une zone en particulier, bah, c'est la zone Unicorn avec l'énorme transfert de fin. Et puis cette zone des EUC. Ouais, c'est mes deux les deux grandes fiertés. Je dirais que c'est ça. Comment tu te vois dans 10 ans? Toujours à faire du monocycle, ça c'est sûr. Comment je me vois? Alors, comment je me vois ou comment j'aimerais me voir? C'est-à-dire que par exemple, moi je suis à un moment de ma vie où j'ai 31 ans, maintenant j'ai plus envie de faire de la compétition et tout ça, ça me saoule. Ouais. Du coup, il faut savoir se réinventer. Alors, je te souhaite d'être au niveau de Marc Fabian et d'être toujours en forme et tout ça, et tout ça. Mais
Il faudra peut-être se poser la question de se réinventer. Comment se réinventer? J'ai pas encore réfléchi. Pour le moment, ma vie, elle tourne beaucoup autour du monocycle. Même professionnellement, je prends des décisions qui priorisent le monocycle. Je suis très compétitif, donc j'ai encore du mal à imaginer autre chose. Mon objectif, c'est forcément d'être au plus haut niveau, de réussir à remplacer Marc. Ça, c'est vraiment mon objectif, mon rêve que j'aimerais réaliser. Est-ce qu'on peut remplacer Marc? Moi, tu sais que j'appréhende. Hein. Je me dis, je suis très, très heureux que Mara batte Marc, mais ça me briserait le cœur. Ah oui. Bah, tu peux pas battre Marc. Mais même moi, ça va me briser le cœur. C'est trop un amour. C'est triché. Tu dis, mais mec, c'est une légende. Il faut pas qu'il continue à nous éclater. Ouais. Même moi, je sais pas comment. Si un jour ça arrive, parce que bon, il reste encore énormément de boulot, on va pas se mentir. En tout cas, ça arrivera un jour, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Ouais. J'aimerais pas que ce soit quelqu'un d'autre. Ouais. Non, j'avoue que sûr que je continuerai à faire du monocycle. Ouais, Tu te vois dans des trucs genre d'organisation, ou je sais pas, donner des cours. peut-être. Alors pour le moment, j'ai une vision assez égoïste du trial. D'ailleurs, ça doit se ressentir. J'essaie de mettre tout de mon côté pour être au plus haut niveau. Je suis pas très investi associativement. Enfin, même si je fais des shows, des démonstrations, des fois avec Cirque en Ré. Je fais partie du comité trial depuis la dernière CFM. Alors, j'ai encore rien fait. Mais Bah, moi aussi, j'en fais partie, mais je vais pas faire grand-chose. Mais oui, effectivement, j'aimerais bien aussi organiser des compétitions. Ça, ce serait cool. Alors, on en organise une avec Animafond. C'est le week-end du, si je me trompe pas, 6-7 juin. C'est à Ingré, c'est sur Orléans. Donc, ça fait plusieurs années qu'on organise ça. C'est une compétition d'athlétisme et de trial. Et ouais, je pense que j'aimerais bien m'investir un petit peu plus, apporter mon expérience sur les compétitions. Ça, j'aimerais bien, ouais. Okay. Allez, un mot pour la fin. Un mot pour la fin. Alors, déjà, venez au prochain Monoster One. Si on se... Je sais pas, tu vois, là, je suis dans un truc où je me dis, je pense que j'ai fait le tour de la formule. Ouais. Oui, c'est vrai que... Alors là, sur cette compétition, enfin, cette convention, je sais pas comment tu définis ça, C'est trop. ce moment entre amis. T'as changé de parcours, t'as apporté quelques nouveautés très chouettes. Mais alors, il y a sûrement d'autres choses à faire, mais effectivement, moi, j'ai pas l'inspiration, j'ai du mal à imaginer Si j'ai pas d'autres idées, peut-être on peut faire je d'autres. fais rien. Un mot de la fin, je suis nul pour ça. Faut que ça soit en classe en plus. J'aurais dû écouter plus attentivement ce qu'on dit les autres. Non, bah, essayer vraiment de... Je me répète, hein, mais essayer vraiment de toucher à tout, participer au maximum de rencontres. C'est comme ça qu'on fait vivre le monocycle, hein, c'est à travers les événements, les conventions, les compétitions. C'est mon mot de la fin. Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Radio Monoster One.